Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence avec Véronique Ripper, qui est directrice de l'UNPI 13, l'Union nationale de la propriété immobilière des Bouches-du-Rhône. Madame Ripper, bonjour. Bonjour. Prenez votre micro. Oui, bonjour. merci, bonjour. Alors, quelques mots d'abord de l'Union nationale de la propriété immobilière. Alors, l'Union nationale de la propriété immobilière, c'est un groupement de propriétaires immobiliers qui est en fait au niveau local, on est à peu près 5000 adhérents propriétaires immobiliers. Donc, grosso modo, 60% sont des propriétaires bailleurs et 40% sont des copropriétaires, des membres du conseil syndical. Et à un niveau fédéral, la fédération à Paris compte à peu près 100 000 propriétaires immobiliers. Alors, notre rôle, c'est de défendre les propriétaires immobiliers, de les défendre dans toutes les commissions municipales, départementales, communales, etc. On fait partie du Césaire, du CRH, enfin, tous ces genres de commissions. Et on a pour mission, si vous voulez, surtout moi, à mon niveau, on a pour mission de défendre le propriétaire qui, chaque fois qu'il a un problème, vient nous rencontrer et nous expose son problème et on l'aide pour le cas particulier qu'il nous soumet. Et croyez-moi, avec la législation qui se renforce, on a souvent des demandes de consultation individuelle. Voilà. Alors, nous avons choisi de parler de l'intérêt de l'investissement dans la pierre et des précautions à prendre. Alors, on va prendre 3 cas d'école. Le primo-accédant, le propriétaire bailleur et puis celui qui veut investir pour faire de la location saisonnière type Airbnb. D'abord pour les primo-accédants qui veulent acquérir leur habitation principale, c'est un cas assez commun aujourd'hui, notamment avec les taux qui sont très très bas. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, les précautions à prendre pour un primo-accédant, c'est d'abord de voir si oui ou non on a des chances d'être muté dans l'avenir. Si vous voulez, pour un primo-accédant, il a toujours intérêt à être propriétaire de son habitation, ça c'est sûr. Mais la seule chose, c'est que souvent ça va de pair avec un prêt. Et en principe, d'après les prêts, surtout avec les prêts à taux zéro, on ne peut pas revendre, enfin disons qu'on ne peut pas, il faut que toujours ce soit son habitation principale. Donc il faut faire bien attention, étudier bien les prêts que vous avez souscrits, et vérifier si vous pouvez soit relouer votre appartement si vous êtes muté, soit le revendre. Attention, parce qu'il y a souvent, quand on revend, il y a des pénalités. Alors, des pénalités. Déjà, il y a pour le savoir, il y a déjà des différences en termes de délai. Ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans. Alors, non, ce n'est pas qu'il y ait des délais, si vous voulez. C'est qu'il y a un minimum d'années qu'il faut respecter pour que le fait d'être propriétaire en cas de revente prime sur le fait d'être locataire. Alors, il y a des études qui ont été faites par des organismes de crédit qui déclarent au bout de 3 ans, on est gagnant. Mais en fait, à mon avis, il faut bien étudier parce que ça dépend, si vous voulez, quand vous faites un prêt, il y a le montant de l'apport personnel, il y a la durée du prêt, et il y a la durée du prêt, il y a aussi toute une série de considérations qu'il faut regarder dans le prêt lui-même. La TVA aussi, qui, dans certains cas, la TVA. La TVA, puis surtout les frais de notaire, les frais de mutation, les frais d'hypothèque. Donc tout ça, quand vous revendez ou quand vous relouez, ça peut sauter. Donc ça peut faire, si vous voulez, ça peut annuler même la plus-value que vous pourriez avoir en cas de revente. Donc le conseil... Oui, allez-y. Il faut faire très attention aux clauses du prêt que vous avez souscrit si vous avez des chances d'être muté dans les années à venir. Voilà. Maintenant, si vous êtes fonctionnaire et que vous êtes amené à rester sur place, il est certain que c'est quand même un placement intéressant. Sauf que, à mon avis, il faut y consacrer beaucoup plus de temps qu'avant. Ne serait-ce que quand vous commencez, quand vous êtes primo-accédant, quand vous recevrez vos décomptes de charges locatives, de charges de décompte du syndic, pour comprendre ce que c'est qu'une annexe 1, une annexe 2, le budget prévisionnel, etc., c'est l'horreur. Donc, je vous conseille de bien faire attention, de bien vérifier tout ça, parce qu'il faut y consacrer beaucoup plus de temps qu'avant la loi de 1965, d'ailleurs. Hein. Mais enfin, disons que quand on est primo-accédant, faites très, très attention aux prêts et au décompte du syndic. Voilà, à comprendre le décompte du syndic, non seulement à comprendre le décompte du syndic, mais aussi à voir, en fait ça on y reviendra tout à l'heure, à voir également, en principe maintenant, on doit vous donner, le syndic doit vous donner les procès-verbaux des 3 derniers exercices. Faites très attention aux charges impayées, parce qu'il peut y avoir des charges impayées. Faites très attention pour savoir, par exemple, s'il y a des travaux à prévoir dans les prochaines années. Faites très attention également, savoir s'il y a des procédures dans la copropriété. Ouais. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est toute une série de choses que nous, on peut d'ailleurs vous donner le conseil. Venez nous voir, on peut vous dire, on peut étudier avec vous
les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, les comptes, etc., on peut vous aider. Là. Et on peut imaginer aussi un jeune couple qui achète dans du neuf, donc primo-accédant, avec aucune antériorité de la copropriété. Oui. Ça va être peut-être encore plus compliqué pour eux parce que ça va se finalement développer au fil des années. Oui, disons que celui qui achète en primo-accédant dans le neuf, d'abord, le prix, en principe, est un petit peu plus élevé parce qu'en principe, vous n'avez pas de travaux à faire. Donc, en principe, le prix devrait être un petit peu plus élevé. Par contre, il faut bien faire attention aux charges, aux futures charges de copropriété. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un ascenseur, chaque fois qu'il y a des gardiens d'immeubles, les charges sont quand même assez élevées. Les charges, je crois que ça augmente. Enfin, je ne sais pas, il y a des statistiques qui ont été faites. Je n'ai pas les dernières. La FNAIM devrait pouvoir vous les donner. Mais grosso modo, les charges, ça augmente à peu près de 2% par an à peu près. Donc, faut faire attention parce que les loyers, eux, ils n'augmentent plus maintenant de 2%. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce moment-là, quand on est primo-accédant, à faire vraiment le calcul? Est-ce qu'on a intérêt à acheter ou est-ce qu'on a intérêt à... Voilà, ça, il faut être beaucoup plus... l'UNPI 13 pour être conseillé ou même pour comprendre son relevé de charge, son appel de Oui, de tout à fait. Alors là, on vous aide. On a, si vous voulez, un service très performant maintenant de copropriété. On prend rendez-vous? On prend rendez-vous. Et on a même notre responsable de copropriété qui fait des audits de comptabilité. C'est-à-dire, elle se rend chez les syndics, à la demande, par exemple, d'un conseil syndical ou même d'un copropriétaire. Elle lui fait tout sortir, le livre de la balance, le livre de balance, tous les comptes. Et là, elle fait un rapport détaillé du syndic de copropriété. Parce que même quand on est conseil syndical, c'est extrêmement difficile de comprendre les comptes. Et ce service, il est gratuit? Alors non, il est payant, mais il n'est pas cher du tout. Il n'est pas cher du tout, non. Bon. Faudrait un peu qu'on revoie. Ça, c'était le cas des primo-accédants. On va voir le cas des propriétaires bailleurs, ceux qui veulent investir et puis louer immédiatement pour avoir, souvent pour rembourser leur prêt avec un petit effort d'épargne. Hein. Oui, alors il faut faire attention parce que quand on achète pour louer, on peut acheter dans l'ancien ou dans du neuf. Donc quand on achète dans l'ancien, ce qu'il faut regarder, c'est le règlement de copropriété qui puisse vous autoriser à faire ce que vous voulez dans votre appartement. Par exemple, il peut y avoir savoir si vous pouvez exercer une profession libérale dans les étages, c'est quand même important. Savoir si vous pouvez louer en meublé, c'est important aussi. Encore que c'est pas sûr que ce genre de clause soit déclarée valable par les tribunaux. Mais enfin, il faut quand même faire attention. Le règlement de copropriété, quand on est primo-accédant, dans l'ancien, hein, et les charges de copropriété et les travaux, toujours. C'est fondamental, ça. Quand on est locataire, propriétaire bailleur. Quand on est propriétaire bailleur, mais quand on achète dans l'ancien, les travaux, en général, ça peut être important. Donc, vérifiez bien s'il y a des travaux à faire. Venez même avec un architecte, vérifiez l'état du bâtiment et faites très attention au règlement de copropriété. Maintenant, quand on achète dans du neuf pour louer, là, je dirais qu'il faut faire attention aux conditions du prêt et au règlement de copropriété. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter dans l'ancien avec des travaux à faire que dans le neuf. Pourquoi? Alors, oui, parce qu'on peut défiscaliser les travaux anciens. Alors, il y a peut-être, pour le moment, il y a peut-être l'année transitoire 2018-2019 où on n'a peut-être pas tellement intérêt à faire des travaux puisque ça sera divisé par 2. On fait le total des travaux 2018, travaux 2019 et on divise par 2. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant, mais à partir de 2020, si vous voulez, on peut défiscaliser tous les travaux. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Alors là, on parle d'investir dans la pierre pour acheter soit un appartement pour soi, pour y habiter, résidence principale, soit pour le louer. Mais vous me disiez en préparant cette émission que finalement, aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant, c'est presque d'acheter un garage en centre-ville. Alors oui, on peut acheter un garage au centre-ville parce que les garages, si vous voulez, le bail est libre, complètement libre. Donc vous pouvez, à partir du moment où vous louez votre garage de façon indépendante d'un appartement, attention, hein, s'il est rattaché à un appartement, voilà. Par contre, si vous louez un garage... sans rien à côté, que le garage lui-même, le bail est complètement libre. Donc vous faites un bail au mois, un bail à l'année, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, c'est beaucoup plus difficile disons qu'un locataire qui est un mauvais payeur ou qui est quelqu'un qui vous occasionne des ennuis, vous pouvez beaucoup plus facilement lui donner congé dans un bail de location de garage. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de racheter les bas d'immeubles de commerce du centre-ville, où souvent les commerçants maintenant ont du mal à trouver un successeur. On a du mal à louer les commerces du centre-ville. Donc là, ça peut être intéressant de racheter un bas d'immeuble en commerce et de le transformer en garage. Ça se fait. Ça peut se faire. Et il n'y a pas, en principe, pas de changement de destination, puisqu'il n'y a pas d'autorisation demandée en principe. Hein. En principe, oui, parce qu'il y a quand même des véhicules qui rentrent dedans, donc ça peut être... Oui, d'accord, mais enfin, il n'y a pas de changement de destination. De destination. Voilà. Oui, c'est du commerce. Important. On fait du commerce, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une taxe foncière sur les garages? Alors, il y a une taxe foncière sur les garages et même une taxe d'habitation, en principe. Oui. Taxe d'habitation. Il y a une taxe d'habitation, en principe, mais c'est généralement des taxes qui sont assez peu élevées.
Voilà, donc c'est assez vite rentabilisé. Troisième cas d'école, l'achat d'un bien, l'investissement dans la pierre pour la location saisonnière. Alors oui, la location saisonnière, c'est très à la mode, et je dirais même c'est quand même assez fiscalement, c'est assez intéressant. Parce que quand on achète pour louer du type Airbnb, c'est pour faire de la location saisonnière. Alors on peut faire deux choses. On peut faire de la location meublée à l'année ou de la location meublée saisonnière. C'est deux choses différentes. Et le régime fiscal est aussi différent. Donc il faut faire très attention. Quand on loue en saisonnier, c'est très très intéressant. Mais le problème, c'est que ou vous êtes au micro-BIC, c'est-à-dire au micro-BIC, ou alors vous êtes au régime du réel. Et le régime du réel, c'est compliqué. Et c'est en fonction donc des revenus. Il faut un expert comptable, il faut... Pas forcement. On a des adhérents. Il faut un bilan, quoi. Il faut un bilan, tout à fait. Si on dit effectivement qu'on est au réel, avec les dépenses qui sont liées à l'activité, il faut qu'on puisse justifier que ce soit disons en ordre, on va dire. Chaque fois que vous faites des travaux, il faut amortir les travaux. Vous ne pouvez pas les déduire la même année. De même, vous pouvez déduire l'achat de l'immeuble, ce qui est quand même assez intéressant. Vous pouvez déduire tous les travaux, la taxe foncière, tout. Et donc, vous amortissez également les travaux, ce qui fait que ça peut vous gommer complètement les impôts. Ouais. Donc, être au régime du réel, ça peut être très intéressant. La seule chose, vérifiez bien quand même le règlement de copropriété. Et ensuite, il faut faire attention, parce que ce soit pas il y a aussi une législation différente selon que c'est votre domicile principal que vous louez ou si c'est votre habitation secondaire. Et là, quand c'est son habitation principale, il n'y a pas d'autorisation demandée à la mairie, puisque par contre, quand c'est votre habitation secondaire que vous louez, ou quand même quand c'est tout simplement vous achetez pour louer, là il faut faire une déclaration à la mairie. Oui, avec la précaution supplémentaire de bien avoir en tête que la réglementation, la législation est en train d'évoluer, notamment pour les Airbnb, et que on peut dans les mois ou les années à venir être pénalisé, être considéré comme un professionnel. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Oui, on peut être professionnel. Je m'y attends un petit peu, qu'on soit des professionnels. Mais enfin, si vos revenus ne dépassent pas 23 000 €, à mon avis, il n'y a pas trop de risque d'être un professionnel. Par contre, si ça dépasse 23 000 €, d'abord vous avez le RSI à payer, ce qui n'est pas évident. C'est à peu près peut-être plus de 1 000 € par an. Régime social des indépendants. Oui, régime social, tout à fait. Mais alors, vous pouvez avoir intérêt à ce moment-là à faire classer votre meublé en meublé de tourisme. Et là, quand vous êtes au RSI, vous avez un abattement assez intéressant, un abattement de 60%. Et là, je sais que l'UNPI fait les classements de meublés de tourisme. Donc là, ça peut être, quand vous faites vraiment du Airbnb, vous pouvez avoir intérêt à classer votre meublé en meublé de tourisme, et là, il faut être au micro-BIC, il ne faut pas être au réel. Enfin, au réel, ça peut être intéressant si, pour le régime du RSI, de faire classer son meublé de tourisme. BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, oui, pour préciser. Oui, en fait, voilà, soit on est dans une microsystème où on fait du commerce en louant son appartement, soit on est au réel, donc au micro-BIC, c'est un peu comme les commerçants finalement. C'est forfaitisé. Soit au réel, on dit on déduit toutes les charges ou les investissements qu'on a fait parallèlement. Tout à fait, puisque les relocations meublées, c'est pas comme les revenus fonciers, c'est considéré comme des bénéfices industriels et commerciaux. Oui, on vend quelque chose. C'est un peu comme les commerçants, vous êtes au forfait, vous êtes au réel, c'est pareil. Voilà. Okay. Véronique Ripert, merci beaucoup d'être venue. Où se trouve l'UNPI l'UNPI, on est à la rue Lafont, 7 rue Lafont, juste à côté de la préfecture. Oui, dans la descente là. Dans la descente, tout à fait, absolument. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission.